Personne n'a raconté l'histoire qui terrifie actuellement l'URSS. Une famine tuerait des centaines de milliers de paysans en Ukraine. Elle ne peut être attribuée au climat, car ces dernières années, les conditions climatiques ont été une bénédiction pour le gouvernement soviétique. Des rumeurs persistantes laissent entendre que cette famine est le fait des bolcheviks. Mais pourquoi Staline laisserait-il mourir de faim des citoyens soviétiques alors qu'il prétend avoir apporté le bonheur et la prospérité dans leur vie? C'est le sujet de mon prochain article. Je m'appelle Gareth Jones. J'étais il y a quelques semaines encore le conseiller aux affaires étrangères de l'ex-premier ministre britannique Lloyd George. Aujourd'hui, je suis journaliste. J'écris et j'effectue ce voyage pour le Western Mail. Un périple de 10 000 kilomètres m'attend à travers l'Europe de 1933, déchirée par les passions nationalistes, les haines de classe et la récente crise économique mondiale. Ce reportage me fera traverser la mer du Nord et l'Allemagne avant de franchir la frontière soviétique pour me rendre à Moscou, la capitale de la toute jeune URSS. Je connais bien ce pays. C'est mon 3e voyage en Union soviétique. Je veux comprendre cette famine. Je veux entendre les vrais gens, les hommes oubliés, à qui je m'adresserai dans leur propre langue, le russe. Avoir travaillé pour Lloyd George m'ouvre bien des portes. Juste avant de partir pour Moscou, je décroche un vrai scoop. Je suis le premier journaliste étranger à être autorisé à voler dans l'avion privé d'Adolf Hitler. Il n'est chancelier du Reich que depuis 3 semaines, et déjà il inquiète et focalise l'attention du monde entier. Dans l'avion, Adolf Hitler est à quelques mètres de moi. Goebbels est juste derrière lui. Si cet avion s'écrasait, c'est toute l'histoire de l'Europe qui serait changée. Comment cet homme d'apparence ordinaire a-t-il réussi à se faire déifier par 14 millions de personnes? Le soleil brille sur le moteur à gauche. Hitler s'est endormi. Voilà à quoi ressemble le fascisme en Allemagne. Le peuple est ivre de nationalisme. Les cris de Heil Hitler résonnent encore à mes oreilles. Je suis sur le point de quitter l'Allemagne, où une dictature vient de s'installer, pour me rendre dans la patrie de la dictature du prolétariat. Du pays du fascisme, je vais maintenant vers le berceau du bolchevisme pour enquêter sur la famine en Ukraine. Je vais devoir faire très attention en Russie, car j'ai menti à l'ambassade soviétique pour obtenir mon visa. Je ne leur ai pas dit que je ne travaillais plus pour Lloyd George. Lloyd George envoie Gareth Jones en URSS pour qu'il se fasse une idée sur le terrain du sérieux à accorder aux rumeurs qui circulent en Europe sur la situation critique de l'URSS. Je vous demande instamment de prendre Gareth Jones en charge dès son arrivée à Moscou, de lui accorder une attention suffisante
et de le mettre en contact avec les personnes et les institutions dont l'aide lui sera nécessaire. Je découvre une Moscou dans un état déplorable. Partout, je vois des foules de gens très pâles et malades. Pour masquer la réalité, l'une des principales armes des bolcheviks est bien entendu la propagande, à laquelle on ne peut échapper, où que l'on aille. Un jeune militant me dit « Vous êtes un homme du passé, je suis un homme de l'avenir. » Выполняя сталинский план реконструкции Москвы, московские большевики проделали колоссальную работу. Не по дням, а по часам, как в сказке, растут новые дома. Le bolchevique poursuit. Vous appartenez au monde capitaliste qui s'effondre rapidement. J'appartiens au monde communiste qui va bientôt triompher. Regardez Moscou. L'ancien et le nouveau se tiennent côte à côte et le nouveau triomphe. La révolution bolchevique construit une nouvelle Russie industrialisée où la machine prendra la place de Dieu. Nous allons prouver au monde que le communisme peut construire un État puissant et prospère où chacun pourra être heureux et manger à sa faim. Этот план реконструкции выдвинул великий Сталин! Ça me rend fou de penser que certains viennent ici et après avoir été menés par le bout du nez et bien nourris, rentrent dire que l'URSS est un paradis. Personne ne peut avoir une idée de ce qui se passe ici, et surtout dans les campagnes, à moins de pouvoir parler aux paysans qui ont parcouru des centaines et des centaines de kilomètres pour venir chercher du pain dans la capitale. Rue Tverskaya, un paysan à la barbe rude et au manteau de peau de mouton m'interpelle. Donnez pour l'amour de Dieu. Je viens d'Ukraine et là-bas, chlibeniet. Il n'y a pas de pain. Nous sommes en train de mourir. Je décide de voir par moi-même comment vivent vraiment les paysans. C'est une tâche difficile qui m'attend. Les journalistes ne sont même plus autorisés à aller à la campagne et doivent rester à Moscou. Je vais à l'ambassade britannique pour demander des conseils sur la façon d'aller dans les villages d'Ukraine. Un des secrétaires me dit « N'y allez pas, c'est dangereux maintenant, car il y a des bandits à la recherche de nourriture. Mais si vous voulez vraiment y aller, ne le dites à aucun communiste, car vous serez arrêté. » Molotov et Kaganovitch. Savez-vous qui a autorisé les correspondants étrangers à se rendre dans les campagnes? Ils ont propagé de fausses informations. Nous devons mettre un terme à cela et interdire à ces messieurs de circuler dans toute l'URSS. Il y a tellement d'espions dans le pays. Sans tenir compte de cette interdiction, j'arrive à la gare de Moscou d'où partent les trains pour l'Ukraine. Je prends un billet pour Kharkov, la capitale, en prétendant devoir visiter une usine de tracteurs. Je monte dans un train en bois sombre et pur. Je pose des questions aux voyageurs assis à mes côtés, mais ils sont tétanisés par la menace de l'OGPU, la police politique. « J'ai peur de vous parler, me dit l'un d'eux. Vous êtes peut-être un espion. » Arrêt dans une gare. Parler avec un groupe de paysannes. Nous sommes affamés. Plus de pain depuis 2 mois. Nous venons d'Ukraine et essayons d'aller vers le nord.
On meurt en silence dans les villages. Dans le train, un homme s'approche de moi et me chuchote. « Dites-leur en Angleterre que nous sommes affamés. Nos ventres sont gonflés. Ils nous ont pris tout notre grain. Maintenant, c'est 1000 fois pire qu'avant la Révolution. » Mais pourquoi cette famine dans un pays si riche en céréales ? Владимир Ильич, отвернитесь от окна. Прибыли. Большое спасибо, товарищ. 1917. La Révolution. La violence. Lénine avait promis à tous les citoyens le pain et la paix. Ils ont obtenu la faim et la guerre. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой в то время говорили большевики, совершилась! Enfin libérés du pouvoir tsariste par la Révolution, les nationalistes ukrainiens ont rapidement proclamé l'indépendance de leur pays. Nous, Rada centrale ukrainienne, annonçons que dorénavant l'Ukraine devient un État indépendant, libre et souverain. Cependant, les bolcheviks, pour soumettre à leur volonté la libre République ukrainienne, lui ont déclaré la guerre. Et envoient sur nos terres leur force, la Garde rouge. Ils pillent tout le blé de nos paysans et l'importent en Russie, sans le payer. Ils tuent des gens inoffensifs et sèment partout l'anarchie, le carnage et le désordre. Nous appelons tous les citoyens à la défense de la liberté de notre peuple, au péril de leur propre vie. Servez-vous des trains et des détachements spéciaux. Utilisez toute votre énergie et toutes les mesures révolutionnaires pour saisir des céréales et encore des céréales. Ramassez et stockez. Informez-nous tous les jours. L'Ukraine occupée. Fin de l'indépendance. Les paysans exigeaient la fin des réquisitions de céréales. L'État contre les paysans. Déjà. Le régiment de cavalerie Sabre au clair s'est rué sur les gens rassemblés. Ceux qui n'avaient pas pu acquitter en totalité l'impôt en céréales ont été chassés à travers le village et piétinés par les chevaux. À la suite de quoi, on a enfermé ces gens tout nus dans des granges glaciales. Plusieurs femmes ont été battues à en perdre conscience, d'autres ont été enterrées toutes nues dans la neige, des viols ont été commis. « 1921. Après 4 années d'affrontements, de réquisitions violentes de céréales et des conditions climatiques désastreuses, une terrible famine tuait plusieurs millions de personnes. À bord du train, les passagers me racontent avec insistance que la situation est plus grave qu'en 1921. Ils me parlent de la faim qui sévit dans les villages aujourd'hui. L'un d'eux me dit « Je n'ai pas eu de pain depuis une semaine. Mon frère est mort de faim. Quand j'ai quitté ma mère et mes 2 sœurs il y a 2 jours, il ne leur restait que 2 verres de farine. » Mais pourquoi cette famine ?
Le jeune bolchevique rencontré à Moscou m'avait dit « Nous allons à n'importe quel prix transformer l'URSS pauvre et paysanne en un État riche et industrialisé. Nous allons construire des usines ici, des aciéries là-bas. Nous créerons une version communiste des États-Unis. Nous battrons même l'Amérique. Savez-vous quelle est notre arme ? C'est notre plan quinquennal. » Le jeune bolchevique me l'avait dit. Pour financer l'industrialisation du pays et obtenir des devises, nous n'avions qu'une seule solution, produire beaucoup de blé et l'exporter. Pour réaliser leur plan, les bolcheviks ont décidé de saisir la terre aux paysans et de la transformer en grande ferme collective appelée kolkhoze. La collectivisation forcée des campagnes venait de commencer. On nous a forcés à abandonner nos terres et à rejoindre le kolkhoze. Les bolcheviks nous ont juste laissé notre maison, une vache et quelques poulets. C'est une vie de chien. Il vaudrait mieux être sous la terre que de vivre maintenant. Pourquoi travailler si on n'a plus sa propre terre ? Pourquoi donner mon cheval à d'autres ? Pourquoi les ivrognes et les bons à rien devraient-ils bénéficier de ma vache ? Plutôt les manger que les donner au gouvernement. Nous avons noté dans certaines régions toute une série de phénomènes négatifs, tels que l'abattage massif du bétail par les paysans eux-mêmes. On note aussi très souvent que le bétail est volontairement et systématiquement mis dans un tel état qu'il ne reste plus qu'à l'abattre. Les deux paysans assis à mes côtés me disent que les meilleurs d'entre eux, ceux qui avant travaillaient jour et nuit, et ceux qui refusaient de rejoindre le kolkhoze, ont été déclarés koulaks. Pour les bolcheviks, le koulak, c'est l'ennemi. Celui qui ne veut pas du plan. Celui qui exploite l'autre. C'est le paysan riche qui domine l'échelle sociale des campagnes. C'est pourquoi, selon eux, la classe des koulaks doit être liquidée. Mais qui est koulak ? Tout le monde peut l'être. Posséder une vache ou deux, ou semer un peu de blé peut suffire. Tous encore aujourd'hui ont peur d'être assassinés ou déportés en Sibérie en tant que koulaks, comme l'ont déjà été des millions d'autres. Lors de mon dernier voyage en URSS, j'avais vu les premières difficultés alimentaires. Elles étaient apparues après la collectivisation forcée, les prélèvements totalement disproportionnés de céréales, l'abattage des animaux et la déportation des meilleurs agriculteurs. Le plan a déstabilisé les campagnes.
Y aura-t-il de la soupe cet hiver? Ils ont pris notre terre, notre bétail et notre blé. On n'aura même pas vraiment de quoi semer cette année. Personne ne peut imaginer ce que signifie la faim. Nous l'avons déjà connue en 1921 et cette triste vie est à nouveau devant nous. L'avenir est sombre. Même si nous sommes confrontés aujourd'hui au spectre de la famine, surtout dans les zones productrices de céréales, les plans de collecte, en l'état actuel, doivent à tout prix être remplis. Dans certains villages, la saisie gouvernementale de céréales a conduit à des combats entre les paysans et les autorités communistes. Les silos à grains étaient pleins, mais les ventres étaient vides. Le train roule à travers les steppes. Face à moi, un homme dominateur. Au premier coup d'œil, on peut dire qu'il est membre du parti, car la plupart des communistes en URSS affichent cet air impitoyable. Il me dit qu'il est du département politique. C'est un détachement de plusieurs milliers de brigadistes qui ont été envoyés dans les villages pour forcer les paysans à accepter les mesures communistes. Nous sommes semi-militaires, me dit-il. Nous écraserons toute opposition. Il est déterminé à poursuivre ce qu'il considère comme une guerre sainte contre tous ceux qui refusent les collectes. On ne va plus se laisser avoir. On donne tout notre blé à l'État et nous, on crève de faim. Cette année, dès le début de la campagne de collecte, on va cacher les céréales. Que le pouvoir nous fusille sur place, ça vaut encore mieux que de crever de faim à petit feu. Les brigadistes, armés de leurs fusils, vont d'une cour à l'autre abattre tous les chiens. Après quoi, ils se mettent à rassembler tous les vivres. Ils fouillent avec des tiges de métal, cherchent dans les poêles, éventrent les parquets et brèchent les murs. Au cours de la fouille, les brigadistes demandent où sont nos armes et notre grain. Ma femme répond qu'on n'en a pas. Ils la torturent. Ils lui mettent les doigts dans la porte et la referment. Le sang coule, elle perd connaissance. Ils lui versent de l'eau sur la tête pour reprendre la torture. Ils la frappent. Ils lui enfoncent une aiguille sous les ongles. Dans le train, je feuillette un journal que je trouve par terre. La propagande y parle d'un enfant devenu un héros après avoir dénoncé sa mère qui avait cueilli quelques épis dans un champ du kolkhoze. Le plus grand crime en Union soviétique est l'appropriation des biens socialistes. Depuis le début de la nouvelle récolte, le vol de céréales a pris une grande ampleur. Le vol de la récolte kolkhozienne est accompli pour l'essentiel par des individus isolés ou par des petits groupes qui coupent les épis en petites quantités. Parmi les individus isolés s'adonnant à ce genre de crime, on trouve en majorité des femmes et des enfants. Les paysans envoient avant tout leurs enfants, se disant que ceux-ci ne seront pas réprimés pour ce crime. Dernièrement, 5 femmes ont été surprises dans les champs, en train de couper les épis de blé. Alors qu'on essayait de les arrêter, elles se sont enfuies dans toutes les directions. Le brigadiste a tiré 2 fois avec un fusil de chasse. Une des femmes est morte.
cause des violences bolcheviques dans les campagnes et des collectes de blé abusives, le nationalisme était de plus en plus fort en Ukraine. Les Ukrainiens restaient les plus rétifs à la collectivisation, car ils entretenaient depuis toujours un rapport viscéral avec leur terre. Depuis qu'elle leur a été enlevée, au début du plan quinquennal, les paysans vivaient cela comme un nouveau servage. Non plus au profit des tsars, mais des bolcheviks. Les nationalistes revendiquaient ouvertement leur droit à l'indépendance et l'arrêt des prélèvements de céréales. Le plus important maintenant, c'est l'Ukraine. On dit que dans 2 régions d'Ukraine, des comités du parti se sont exprimés contre le plan de collecte, après l'avoir déclaré non réaliste. Si nous n'entreprenons pas immédiatement le redressement de la situation en Ukraine, nous pouvons perdre l'Ukraine. Afin de renforcer la collecte de céréales, envoyez pour 2 périodes de 10 jours des commissions plénipotentiaires dirigées par le camarade Kaganovitch au Caucase du Nord et le camarade Molotov en Ukraine. Les kolkhozes et les villages qui sabotent le plus activement les plans d'approvisionnement en céréales de l'État seront inscrits au tableau noir. Les mesures suivantes seront imposées. Suspension immédiate de la livraison de marchandises et retrait de toutes les marchandises disponibles dans les magasins. Interdiction totale du commerce. Ils nous ont mis au tableau noir. On n'a plus de pain. Les magasins coopératifs ne vendent rien. Il n'y a plus ni allumettes, ni pétrole. On ne peut pas partir acheter quoi que ce soit. On ne nous laisse pas sortir du village. Il y a des patrouilles partout. Les gens gonflent et crèvent. 15 par jour au moins. La Pravda a publié un discours totalement paranoïaque de Staline. Selon lui, des paysans ukrainiens auraient bâti une immense ville souterraine regorgeant de céréales cachées. Sa découverte assurerait la prospérité de l'URSS. Des documents nous informent qu'une organisation nationaliste ukrainienne s'est fixée comme objectif de saboter la collecte de céréales et de préparer le soulèvement des paysans pour séparer l'Ukraine de l'URSS. Staline a alors décidé de punir spécifiquement l'Ukraine, les nationalistes et les paysans réfractaires en confisquant jusqu'aux semences, indispensables pour la future récolte. La faim est devenue une arme. Comme rien ne pouvait être planté, les paysans ont pris le chemin de l'exode. Pour trouver de quoi manger, ils tentaient de s'enfuir vers les républiques voisines. Mais Staline a décidé de fermer les frontières de l'Ukraine. Il condamnait ainsi les paysans ukrainiens à une mort certaine. Pour mettre fin à ces exodes massifs, j'ordonne au département des transports d'organiser des patrouilles de surveillance, notamment autour des gares, de contrôler systématiquement tous les paysans en déplacement, d'arrêter immédiatement tous ceux qui tentent de quitter l'Ukraine.
Dans le train, un paysan gémissant me regarde fixement manger mon pain blanc. Par accident, j'en fais tomber un petit morceau par terre. Comme il est couvert de saleté, je le jette dans le crachoir. En un clin d'œil, le paysan se jette dessus et le dévore comme s'il était une bête sauvage. Le brigadiste refuse de me croire quand je parle de famine. Les dirigeants bolcheviques avaient promis que des flots de lait couleraient de la terre. Les paysans auraient des œufs, du beurre, de la viande tous les jours et des vêtements en abondance. Aujourd'hui, l'Ukraine meurt de faim. Le train s'arrête dans une petite gare. Voilà ma chance de m'éclipser et d'entrer dans le no man's land ukrainien. J'attache mon sac à dos qui contient ma précieuse nourriture achetée à Moscou. Je descends. Je suis seul, prêt à commencer mon aventure. Je longe la voie ferrée pour ne pas me perdre, car si je m'en éloigne, peut-être ne reviendrai-je jamais. Le village où j'arrive est d'une tranquillité surnaturelle. Pas un bruit, le silence. Deux femmes m'arrêtent et m'invitent à rentrer dans une maison. Je demande, que se passe-t-il dans le village ? L'une d'elles répond par un mot, Golod, la famine. Pire encore qu'en 1921, ajoute-t-elle. Un peu plus loin, dans un autre village, une paysanne me dit « Nous sommes tous très croyants, mais les bolcheviks ont fermé l'église et l'ont transformée en entrepôt à grains. Ils pensent que la religion est un poison et que les prêtres luttent contre les kolkhozes. Des brigadistes ont même essayé de prendre mes icônes, mais je leur ai dit que nous étions des paysans, pas des chiens. Quand nous croyions tous en Dieu, nous étions heureux et nous vivions bien. Les champs étaient une masse d'or et le bétail et les chevaux se multipliaient. Quand ils ont essayé de se débarrasser de Dieu, nous avons commencé à avoir faim. Je demande à une autre paysanne, Pachemo Golod, pourquoi la famine ? Ce n'est pas la faute de la nature, c'est la faute des communistes. Ils nous ont tout pris. Autrefois, j'aurais dû vous souhaiter la bienvenue et vous donner des poulets, des œufs, du lait,
et du bon pain blanc. Autrefois, nous nourrissions le monde. Aujourd'hui, nous n'avons même plus de pain. Ils sont en train de nous tuer. Par suite d'un manque total de pain, les gens se nourrissent d'ersatz. Herbes, plantes, racines, charognes. Les kolkhosiens errent aussi dans la steppe à la recherche de rongeurs. On a noté que les affamés consommaient leur chair crue, sur place, aussitôt la bête attrapée. On a enregistré plusieurs décès dans les champs et dans les steppes lors de la chasse aux rongeurs. Les cadavres restent souvent longtemps sans sépulture. On a cessé de se rendre visite entre voisins et amis. Toutes les traditions d'hospitalité et d'entraide ont brutalement disparu. Chacun s'est refermé sur soi, s'est terré dans son trou. L'indifférence à tout nous gagne. Indifférence à la déchéance et à la mort des amis, puis des proches, des plus proches. Je continue de marcher jusqu'à la tombée de la nuit. En arrivant au prochain village, un homme m'aborde et me propose d'entrer chez lui. La peur de la mort plane car ils n'ont plus rien pour tenir jusqu'à la prochaine récolte. Je partage mon pain blanc, mon beurre et mon fromage. Une jeune fille me dit « Maintenant que j'ai mangé des choses aussi merveilleuses, je peux mourir heureuse. » Je reste là pour la nuit. Nous dormons à 9 dans la même pièce. Au matin, avant de partir, le paysan me dit « C'est terrible ici, mais descendez dans la région de Poltava, c'est bien pire. Vous verrez des centaines de maisons vides. » Certains ont fui, mais la plupart sont morts. On constate que le cannibalisme est en passe de devenir un fait habituel, comme lors de la famine de 1921. Des individus tuent des enfants et des gens de leur connaissance, voire des inconnus dans la rue. Chaque jour qui passe fortifie ces gens dans l'idée qu'il est parfaitement acceptable de consommer de la viande humaine. Mes chaussures s'usent à force de marcher sur le ballast glacé. À chaque pas, je sens la neige durcie et les pierres sous mes semelles. Dans une gare, je demande encore à chaque paysan « Pourquoi cette famine ?» Un policier s'approche. « Dégagez. Arrêtez de lui parler de la famine. Vous ne voyez pas que c'est un étranger ?» Il se tourne vers moi. «
Viens, qu'est-ce que tu fais ici? Montre-moi tes papiers. Suis-moi, je t'emmène à Kharkov. Les images les plus terribles me viennent à l'esprit. Je pense que mon heure est venue, que je vais être torturé dans une prison de l'OGPU. Tout au long du voyage, je cherche à l'impressionner en lui racontant que j'ai interviewé la veuve de Lénine et un certain nombre de grandes figures du régime soviétique. À l'arrivée à Kharkov, je comprends que le policier est convaincu que mon arrestation plongerait l'URSS, l'Europe et les États-Unis dans une guerre mondiale. Il décide alors de m'accompagner à un consulat étranger et me laisse là, sur le pas de la porte. Mon voyage à travers les villages est terminé. Comme prévu au début de mon voyage, je vais visiter l'usine de tracteurs dont les bolcheviks sont si fiers. Le directeur me dit qu'aujourd'hui, ils produisent 80 tracteurs par jour. Mais 1 sur 2 ne fonctionne même pas. Le dégel précoce est arrivé. Kharkov semble à l'abandon. La famine ravage aussi la capitale de l'Ukraine. La ville est quadrillée par les hommes de l'OGPU. Les paysans s'en méfient comme de la peste. Dans les rues, je vois des milliers de paysans qui ont fui les villages pour aller chercher de la nourriture dans les villes. Ils mendient. Leurs enfants pâles tendent les mains en pleurant sur mon passage. « Oncle, donne-nous du pain. » Des milliers de gens commencent à faire la queue pour un quignon de pain à 3-4 heures de l'après-midi pour en recevoir un le lendemain matin, à l'ouverture des magasins. Un homme me raconte, c'est partout la terreur, partout la famine, il n'y a aucun espoir. Un service pour recueillir les enfants a été organisé. Ces enfants ont été abandonnés par leurs parents, lesquels s'en retournent au village pour y mourir, espérant qu'en ville, quelqu'un prendra soin de leur progéniture. Il est indéniable que cette famine a été planifiée pour donner une leçon aux paysans. Le gouvernement de Moscou, en effet, a organisé par des réquisitions implacables la disparition complète de tout moyen de subsistance dans la campagne ukrainienne. Pourquoi la presse internationale ne publie rien sur cette boucherie organisée par le gouvernement soviétique ? Ces dernières semaines, on a assisté à un début de russification de l'Ukraine. Des moscovites ont été placés à des postes de direction à Kharkov et le russe est désormais obligatoire dans les écoles. Des officiels étrangers parlent même d'un plan de colonisation. Dans un avenir peut-être très proche, l'Ukraine pourrait devenir de fait une région russe. Je quitte Kharkov. Dans le train pour Moscou, un contrôleur vient tirer les rideaux du compartiment. Je l'arrête.
Non, laissez, me dit-il. Ils jettent des pierres sur le train. Mais qui? Les paysans. Pour protester. Je vais devoir faire très attention jusqu'à mon départ de Russie. Mais je continue à poser des questions aux gens que je rencontre à Moscou. Dans une rue, un ouvrier me dit « Le plan quinquennal ne marche que sur le papier. Et les chiffres, ça ne se mange pas. » Je ne crois pas un mot de ce qu'ils écrivent dans les journaux. Ce ne sont que des mensonges, des mensonges, des mensonges. Je me rends à une réception au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer le ministre Maxime Litvinov. Étonnamment, il ne semble pas avoir été informé de mon arrestation à Kharkov et de mon périple dans les villages d'Ukraine. Il pense que je travaille encore pour Lloyd George et me demande d'ailleurs de lui transmettre ses respects et ses salutations car il l'a toujours admiré. Ma soirée se poursuit à l'hôtel Métropole. Lumière rouge, verte et bleue, fontaine, ballon. Serveur en blanc, vin. Je rencontre des membres du parti et des journalistes étrangers. Walter Duranty, le célèbre correspondant du New York Times à Moscou, est là. Il a été charmant avec moi, comme il l'est avec tous les visiteurs anglais et américains. Duranty est même vu comme l'ambassadeur officieux des États-Unis en URSS. Я приехал сюда, will go. Вы очень тяжелый время. Я не могу верить, что это теперешний Москва и теперешний ЮССР. Je n'ai aucune confiance en Duranty. Il m'a demandé de me taire. Mes chers parents, je viens de quitter Moscou. J'ai hâte de rentrer à la maison. Mais sur le chemin du retour, je vais m'arrêter à Berlin. La situation en URSS est absolument catastrophique. La famine sévit presque partout. Et des millions de personnes meurent de faim. Chers amis journalistes, merci d'être venus à cette conférence de presse. Avant mon départ pour Londres, je voulais partager avec vous ce que j'ai vu et entendu au cours de mon voyage à pied à travers les villages d'Ukraine. Que m'ont dit les paysans? Il y avait un cri qui résonnait partout où j'allais, il n'y a pas de pain. L'autre phrase, qui était le leitmotiv de ma visite, nous sommes tous gonflés. J'ai vu la ruine de l'agriculture dans sa triste réalité. La famine sévit partout. J'ai parcouru plusieurs villages dans la neige de mars. J'ai parlé à tous les paysans que j'ai rencontrés. J'ai dormi dans des huttes, parfois à 9 dans une même pièce. J'ai vu des enfants avec un ventre gonflé.
Si l'heure est grave aujourd'hui et si des millions de personnes meurent dans les villages, quelle sera la situation dans un mois? L'avenir est plus sombre que le présent. Je viens d'apprendre avec stupéfaction que Walter Duranty a télégraphié un article au New York Times dans lequel il insinue que je suis un menteur et dément toute information sur une famine en URSS. Les Russes ont faim mais n'en meurent pas. Gareth Jones révèle une histoire effrayante au sujet de la famine en Union soviétique. Mais il n'y a pas de famine ou de décès dû à la famine. Il existe plutôt une mortalité généralisée due aux maladies liées à la malnutrition. Il n'est que trop vrai que la nouveauté et la mauvaise gestion de l'agriculture collective ont provoqué le gâchis de la production alimentaire soviétique. Mais pour le dire brutalement, vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser des œufs. Je souhaite répondre à M. Duranty qui laisse entendre que j'inventerai une histoire effrayante. Walter Duranty dit qu'il n'y a pas de famine en URSS. La censure a fait des journalistes à Moscou des maîtres de l'euphémisme. Ainsi donne-t-il à famine le nom délicat de pénurie alimentaire. J'aimerais aussi féliciter le ministère soviétique des Affaires étrangères pour son habileté à dissimuler la véritable situation en URSS. Chère Margaret, ma chère amie, je sais que la présentation des faits par Duranty est fausse. Il écrit simplement ce que les autorités soviétiques lui disent d'écrire. Mais lui, il travaille pour le New York Times. Et il a gagné l'année dernière le prestigieux prix Pulitzer pour ses articles élogieux sur l'URSS de Staline. On le lit et on le croit. Je rentre au Pays de Galles, à Bury, chez moi. Mais je ne vais pas baisser les bras. J'ai du travail qui m'attend. Le Daily Express et le Western Mail m'ont commandé chacun une série d'articles sur l'URSS et la famine. J'aimerais tellement que le monde prenne conscience de la situation en Ukraine et que quelque chose soit fait pour soulager les souffrances des paysans. C'est incroyable que Gareth Jones ait réussi à tous vous berner. En fait, il n'est plus secrétaire de Lloyd George. Nous avons apporté à cet individu tout le soutien possible. Nous l'avons aidé dans son travail. J'ai même accepté de le rencontrer et il s'est avéré être un imposteur. Des informations mensongères provenant de l'étranger parlent d'une famine en Ukraine. Pour faire taire définitivement ces rumeurs, il serait souhaitable de faire visiter au très influent ministre français Édouard Herriot un kolkhoz en Ukraine. L'essentiel reste le choix du bon kolkhoz. Avant la visite, les routes des environs sont débarrassées des cadavres qui les encombrent. Le kolkhoz est nettoyé et astiqué de fond en comble. On abat des bœufs et des porcs pour avoir de la viande en abondance, afin que M. Herriot nous rencontre attablés devant un bon repas.
nous annonce qu'un studio d'Odessa a choisi notre kolkhoze pour y tourner un film sur la vie dans les fermes collectives. Une commission spéciale s'occupe de choisir des figurants et de nous distribuer des vêtements neufs, costumes, chapeaux, chaussettes, chaussures. Seuls les figurants se rendent dans les champs et sont autorisés à parler avec Édouard Herriot. Les autres restent chez eux. L'Ukraine, dont on me parle parfois. Mais c'est la Beauce. Je me suis fait conduire dans un village indiqué comme très éprouvé. Et là, j'ai vu des jardins, des vergers et des enfants bien portants. Il me suffit de décrire ce que j'ai vu, sans autre souci que celui de la vérité. Lorsqu'on soutient que l'Ukraine est dévastée par une famine, permettez-moi de hausser les épaules. J'habite maintenant chez mes parents, dans la toute petite chambre du dernier étage, celle que tout le monde appelle la chambre de Maître Garrett. Je vais tous les jours en bus à l'agence locale du Western Mail à Cardiff. Mais aujourd'hui, mon rédacteur en chef m'a interdit d'écrire la moindre ligne sur l'URSS. J'ai appris que Litvinov, le ministre des Affaires étrangères, avait envoyé un télégramme à l'ambassade soviétique de Londres pour se plaindre de moi. Il m'est désormais interdit d'entrer en Union soviétique. Je suis inscrit sur la liste noire de l'OGPU. Parler d'une famine aujourd'hui est tout à fait ridicule. Je viens de terminer un voyage en voiture de 350 km à travers le cœur de l'Ukraine. Et je peux affirmer que la récolte est splendide. Les bébés, comme les personnes âgées, ont l'air en bonne santé et bien nourris. Partout où je suis allé, les communistes et les paysans disent la même chose. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons des réserves pour l'hiver. Aujourd'hui, nous avons plus de grains. Il y a eu beaucoup de résistance l'année dernière et ceux qui ont résisté ont souffert amèrement. Aujourd'hui, il n'y a plus de résistance. Le Kremlin a gagné sa bataille. Camarades kolkhoziens et kolkhoziennes. Les millions de paysans pauvres, qui autrefois ne mangeaient jamais à leur faim, sont devenus, dans les kolkhozes, des hommes assurés du lendemain. Nous pouvons nous féliciter des immenses succès de la construction du socialisme dans les campagnes. Nous avons sauvé pas moins de 20 millions de paysans pauvres de la ruine et de l'exploitation koulak. Nous les avons transformés en kolkhoziens heureux. J'ai quitté le pays de Galles pour écrire sur les affaires du monde pour le Manchester Guardian, il y a exactement 9 mois aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à oublier le ventre gonflé des enfants ukrainiens. J'aurais tellement aimé que mes dizaines d'articles écrits à mon retour d'Ukraine et mes nombreuses conférences trouvent un large écho dans l'opinion publique. Mais à ce moment-là, les dirigeants occidentaux, pourtant parfaitement informés de la situation, regardaient ailleurs. Ils étaient trop effrayés par l'Allemagne nazie et bien trop soucieux de continuer d'importer des millions de tonnes de blé russe. Toujours persona non grata en URSS, je réussis quand même à écrire des articles sur ce pays dans des journaux américains. Aujourd'hui,
la terreur s'installe en URSS. Staline réduit au silence toute opposition. La voix sinistre de l'agent de la police secrète, le crépitement des fusils du peloton d'exécution et le bruit sourd d'une victime qui tombe ont été entendus plus souvent depuis Noël dernier que depuis de très nombreuses années. Je suis maintenant en Mongolie intérieure pour enquêter sur les vives tensions entre l'URSS et le Japon. Il y a 4 Russes avec moi dans la voiture. Nous nous enfonçons vers des terres inconnues. Toutes les cartes sont mauvaises et les distances sont fausses. Nous perdons notre chemin. J'ai vécu la semaine la plus excitante de ma vie, pleine d'aventures et de rencontres étranges. Des bouddhas vivants, des princes mongols et des espions japonais. Vers 7 heures du soir, fatigué, je rentre dans ma yourte. Demain, nous traverserons le pays des bandits. Gareth Jones n'est plus. Il a été abattu à la veille de son 30e anniversaire. Son corps transpercé de 3 balles repose à Pao Chang. Les détails sur les circonstances de sa mort restent mystérieux.